Bon, je disais que je remercie les organisateurs qui nous donnent l'occasion aujourd'hui de présenter l'un de nos travaux sur les menaces sur les oiseaux au Bénin. Et que je passe par ici également pour remercier le Dr Nico Assila pour tous ses soutiens et ses orientations sur la conservation des oiseaux au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Nous remercions également tous les participants de divers pays qui nous écoutent actuellement. Bon, le sujet qui nous réunit ce soir est intitulé Menaces des zéros et chasse de la loi de quelques oiseaux d'eau nichés dans les zones humides du sud du Bénin. Et cette présentation se fera suivant le plan que voici. Nous allons présenter d'abord une introduction et présenter les ironières et les différentes menaces qui pèsent sur elles, les différentes actions de conservation et perspectives de protection engagées avec l'IPCP et présenter également une étude de cas sur la chasse des oiseaux nicheurs. À ce niveau, nous allons présenter le milieu d'études, la méthode utilisée, les résultats à obtenir, la conclusion et les perspectives de protection. Donc, il faut retenir qu'au Bénin, par exemple, les riverains des zones humides pour des raisons socio-économiques font recours à la capture et à la vente des oiseaux d'eau. Et ceci se passe en toute saison. Mais elle est très élevée en saison des pluies, surtout pour les ralidés. Les ralidés. C'est des pratiques bien ancrées. Nous avons mené une étude en saison sèche dans le même milieu aussi du Bénin. Cette étude a été financée par l'initiative de voie de migration de la mer de Waden et qui a révélé 30 oiseaux d'eau qui sont tués et parmi ces 30 espèces, les ralidés, les jacalidés, les anatidés sont les plus importants. Alors, à titre d'exemple, lorsque nous regardons la photo du haut, on voit que nous avons Porphyria alena qui est là. 1087 individus de cette espèce ont été capturés en saison sèche. Et nous venons également au niveau de la photo B. Nous voyons que 112 individus de cette espèce ont été également tués. Plus loin, nous avons 285 de Amaroniso flagrostra et 553 individus de Gallina chloropus. Plus loin, ce qui est beaucoup plus important, c'est le Copus regia, par exemple, qui a 1109 individus. Et le Dendrocine feuille, nous avons 1036 individus qui ont été capturés dans cette saison-là. Et pour l'Atophylonis africanus, nous avons 945 individus qui ont été tués. Et il faut reconnaître que la saison sèche au Bénin couvre une période qui commence au mois d'octobre jusqu'à fin mars. Oui, fin mars. Alors, la pratique la plus préoccupante est la chasse des oiseaux d'eau nichés, ce qui peut affecter directement la reproduction de ces espèces et leur population surtout. Les albidés, les ralidés, les anatidés, les acaridés sont les plus prisés pour cette pratique. Nous avons présenté ici, par exemple, les céronnières que nous avons recensées en 2023. Il faut reconnaître qu'avant 2023, plusieurs céronnières ont été identifiées. Mais du fait à cause de plusieurs menaces, ces céronnières ne sont pas, les espèces ne sont pas beaucoup plus stables dans ces céronnières. Donc, chaque saison à l'autre, ils changent de site. Mais en 2023 plutôt, nous avons identifié 4 ironières qui sont plus ou moins stables. Donc, le tableau 1 ici présente les 4 ironières. Nous avons l'ironière du village à Malaisie. Nous avons également 2 ironières à Djebadi. C'est le nom des villages en fait. Ici, nous avons l'ironière des îles aux oiseaux. Donc, les études menées par cette en 2019
ont montré qu'il y a 18 espèces d'araignées au Bénin. Maintenant, sur les 18, nous avons 11 qui nichent du mois de mai et du mois d'octobre. Le tableau présente la liste des 10 espèces d'araignées. Là, nous avons héron gardeux, héron bureau, la grande aigrette, héron strié, héron cendré, l'aigrette gazette, l'aigrette intermédiaire, l'aigrette à gorge blanche, l'aigrette à boisée, crabe chevelu et blanchonnaise. Et à côté de ces héronières, de ces araignées plutôt, nous avons deux autres espèces qui se reproduisent. Nous avons le cormoran africain et le bec ouvert africain. Et François Poncet a identifié que dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est seulement au Bénin que le bec ouvert africain se reproduit. Et c'est également une espèce menacée au Bénin pour des raisons de chasse, pour l'alimentation et les utilisations ethnozoologiques, médicinales et autres. Donc, c'est une espèce au fait que nous devons prêter beaucoup plus d'attention et rédiger les plans de conservation pour sa protection. La figure numéro 1 que nous voyons ici présente la répartition spatiale de ces 4 héronières. Ici, bon, nous avons le lac en Haïti ici. Et nous avons aussi du lac Haïti l'héronière de l'île aux oiseaux. Nous avons ici l'héronière de Abomey-Calavi et les 2 héronières de Géographique qui sont ici côte à côte. Donc, nous sommes ici au Bénin, au sud-ouest du pays. Donc, ces héronières ne sont pas trop distantes les unes des autres. Donc, on peut également élaborer un plan de conservation de ces héronières. Nous sommes également dans la zone humide classée comme site Ramsar, qui porte le numéro 1017. Voilà ici, nous avons 2 photos qui présentent la physionomie de ces 2 héronières. Ici, la photo A, nous avons l'héronière de Abomey-Calavi, une photo qui a été prise en 2019. Et ici, nous avons l'héronière de l'île aux oiseaux qui a été prise en 2023, en août 2023. Les différentes menaces que nous avons enregistrées au niveau de ces héronières sont: tout d'abord, nous avons le retard des pluies, ce qui a entraîné le retard de la reproduction. Donc, de 2020 à 2022, nous avons remarqué que la pluie a démarré en mars, ce qui a fait que la reproduction également a démarré en mars. Mais en 2023, la saison des pluies passées, la reproduction a démarré dans le mois de fin avril, début mai, ce qui a fait que la reproduction également a démarré en mai. Donc, on a remarqué que la pluie agit énormément sur la date de la reproduction. Après, nous avons les intempéries. Les vents qui sont forts, les vents violents et les pluies très fortes agissent également sur la reproduction de ces espèces, sur ces héronières. Et la pêche joue également le même rôle que les intempéries. Comment cela se passe? Lorsque les vents sont forts ou les pluies sont fortes, il y a les œufs ou les oisillons qui se glissent des nids et qui tombent dans l'eau. Et les pêcheurs également, lorsqu'ils lancent les filets autour de ces héronières, les immatures ou bien les matures, en voulant quitter le nid, font glisser les œufs ou les oisillons de nid et ceux qui tombent dans l'eau. Donc, ceci est favorable à cause des nids qui sont beaucoup plus plats, déposés également sur des brindilles de palétuviers sans un support adéquat. Et ici, par exemple, nous voyons une photo là qui présente les grettes gazettes, les cadavres des gazettes qui sont accrochés aux différents planchages. Ce phénomène est beaucoup plus remarqué dans les données de Abomey-Calavi et des îles aux oiseaux. À part ces menaces, nous avons également la capture au nid des aigrettes, des hérons et le ramassage des œufs.
dans les ironiens, l'occupation par ces oiseaux diffère d'une espèce à une autre. Les cormorans, par exemple, les hirondelles gabies occupent complètement le sommet des arbres. Mais les crabiers chevelus et les aigrettes intermédiaires occupent les périphéries et l'intérieur. Donc, ce qui favorise le fait de la capture de hérons crabiers et d'aigrettes intermédiaires et d'aigrettes gazeuses. Et pour éviter, pour réduire un peu ces menaces, l'IBCP, avec le docteur Nico Assila, nous avons engagé plusieurs stratégies de protection et de conservation. Donc, nous avons commencé d'abord par la sacralisation des ironiens, et ce qui consiste avec les riverains et les adeptes de fétiches, qui consiste à mettre des fétiches à l'intérieur de ces ironiens. Et si tu n'es pas initié de fétiche, tu ne peux pas avoir accès à ces ironiens. Donc, et la sacralisation a suivi plusieurs processus. Il y a d'abord la phase d'information. Et nous avons réuni les adeptes pour leur expliquer si cela était possible de sacraliser ces ironiens. Donc, ils ont tous accepté dans les 4 villages. Et nous avons la photo présente maintenant une séance d'information organisée avec les adeptes de fétiches au niveau de Ebadi. Après la sacralisation des ironiens, il faut passer dans les villages, présenter les ironiens, expliquer, comment on appelle, expliquer l'importance de ces ironiens dans leur village. Donc, ce qui est passé par des séances de sensibilisation. Donc, nous avons sensibilisé tous les riverains des endroits où nous avons trouvé ces ironiens. En plus des riverains, nous avons également fait des sensibilisations dans les différentes écoles. Ce qui a fait que nous avons sensibilisé 9 villages et 7 écoles. Et la photo bien présente un exemple de sensibilisation organisée dans le village où se trouvent les ironiens des îles aux oiseaux. Nous leur avons également présenté l'importance au fait sur le plan touristique. Au lieu de les chasser et manger les oiseaux, il faut quand même que nous organisons que les touristes viennent, au fait, regarder, même si les touristes viennent et faire quelque chose, ça peut quand même aider les villageois. Donc, au lieu de tuer les oiseaux dans ces ironiens, il faut quand même qu'on organise des tourismes et d'autres activités autour de ces ironiens. Donc, comme des perspectives que nous avons engagées également avec l'IBCP, nous avons décidé de continuer à explorer d'autres ironiens. Après ça, étudier la reproduction de ces espèces dans ces ironiens. Et l'autre chose, pour éviter que les gens font la pêche, que les gens fassent plutôt la pêche autour de ces ironiens, nous avons décidé de délimiter et d'entourer les ironiens des fils barbelés. Donc, quand je parle de la photo A, voilà ici l'environnement de l'ironienne de Abomey-Calavi. C'est une photo aérienne qui présente l'environnement de l'ironienne d'Abomey-Calavi. Ici, nous avons les ironiennes. Ici, nous avons le village d'Abomey-Calavi. Et ici, c'est la lagune côtière. Donc, il y a une activité de Saint-Lucie qui a cessé. Donc, voilà un zoom sur l'ironienne. Il y a les 3 îlots de mangrove ici constituent l'ironienne de Abomey-Calavi. Donc, nous avons délimité un cercle ici pour pouvoir faire passer les fils barbelés et empêcher les pêcheurs et empêcher également les gens de rentrer et pour pouvoir ramasser les œufs et capturer les oiseaux. Bon, au-delà de, voilà un peu ce que je peux présenter sur les ironiens et les menaces que nous avons enregistrées jusqu'à ce niveau. L'étude du cas qui concerne l'achat des onines, des ralidés, des jacariers, des aratidés, si nous allons présenter le nombre d'individus de dendrocines bœufs, jacana poitrine dorée et quelques espèces de ralidés qui ont été capturés dans les nids du mois de mai au mois d'octobre, et après présenter la quantité d'œufs ramassés pour chacune de ces espèces.
Ce travail a été fait au sud-est du Bénin, dans une partie de la vallée du Bénin, qui prend en compte le lac Nokoué, le fleuve Ouémé et la rivière Sceau, en plus sur la lagune de Porte-Novo. Donc, c'est un complexe de zones humides, également classé comme site Ramsar. C'est une partie du site Ramsar et des îles qui portent le numéro 1018. Les localités qui concernent les communes du bassin du parc d'État de Luky. Et comme méthodologie suivie, nous avons identifié 64 chasseurs. Et ces 64 chasseurs ont été suivis dans la période du mois de mai au mois d'octobre de l'année 2022. Et nous avons enquêté ces 64 chasseurs dans 17 localités. Dans les 17 localités parcourues, nous avons déjà parcouru 12. Et sur les 64 chasseurs identifiés et retenus pour cette étude, nous avons déjà interrogé 48 lors de notre étude en saison sèche. Donc, voilà ici la fiche que nous avons utilisée pour faire cette enquête-là. Donc, nous avons ici la liste des oiseaux. Et lorsque nous mettons le nom d'un oiseau, nous mettons également le flux ramassé. Et ici, nous avons le nom du mois, les différents mois et le nombre de semaines que nous comptons dans chaque mois. Donc, nous avons déposé ces fiches-là auprès de chaque chasseur. Donc, chaque semaine, il marque le nombre d'individus de chaque espèce tuée et le nombre d'œufs ramassés. Nous avons accompagné des photos, différentes photos de chaque espèce pour permettre aux chasseurs de reconnaître l'espèce qu'il arrive à capturer pour lui faciliter un peu le travail. Comme résultat obtenu, le tableau 1, le tableau 2 plutôt nous présente la liste des différentes espèces tuées dans les nids. Et Dendrocima viduata est le seul individu de la famille des Anatidés. Arctophyllonus africanus est le seul individu de la famille des Académiques tué dans le milieu. Et au niveau de la liste, nous avons 6 espèces. Porphyro aléné, Gallinula, Chloropus, Gallina ambulata, Porphyro et Zaponia, Ovidosca, et puis Gresso et Glygia. Voilà les différentes espèces qui sont tuées dans les nids. Et lorsque nous regardons le nombre d'individus tués au nid de chaque espèce, nous constatons que Dendrocine, Sigma viduata, Porphyro aléné et Gallinula chloropus et Gallina ambulata sont les espèces les plus capturées. Et lorsqu'on regarde la colonne des œufs ramassés également, on voit que ce sont ces 4 espèces. Ce sont les nids, les œufs de ces 4 espèces qui sont beaucoup plus ramassés. Voilà, pour attraper ces oiseaux, les chasseurs, qui sont globalement des pêcheurs, utilisent plusieurs pièges. Nous avons le premier piège utilisé. Le nom local de ce piège s'appelle Agan. Lorsque le nid est découvert, il ramasse les herbes qui sont autour du nid, ils attachent en haut pour former un cône, et ils introduisent un cage dans le nid, et le cage est sous forme de cône également. Il y a une entrée principale et il y a une entrée principale de l'autre côté. Donc, l'espèce, quand elle rentre par l'entrée principale pour couvrir ses œufs, il est coincé. Quand il est coincé, il ne peut plus sortir. Il cherche à sortir de l'autre entrée secondaire qui est un peu étroit, donc il est coincé. Ce qui est présenté sur la photo, c'est ici. Donc il est coincé, il reste là jusqu'au lendemain, jusqu'au temps où le pêcheur viendra le prendre. La photo 2 présente quelques immatures de galeux pour dos et de jacana à poitrine dorée. Le deuxième piège, c'est la maison. La maison, donc, lorsque le nid est également découvert à ce moment, ils attachent un fil et auquel il y a un hameçon. Donc, au bout de la maison, ils mettent des appâts. Ça peut être
on appelle les escargots ou des vers de terre. Donc, l'oiseau, quand il vient dans son nid, il voit la pointe en train de bouger, lui, il quitte et la maison l'accroche au niveau du bec. Donc, ici, nous avons la lèvre d'haleine qui a été avec la maison au bec. Donc, ils viendront ramasser souvent les œufs. Voilà un peu. La troisième technique, c'est le filet. Donc, le pêcheur utilise le filet lorsque le nid est découvert comme ça. Il vient avec le filet de façon discrète et il lance le filet là où le nid est. Donc, l'oiseau, en voulant voler comme ça, rentre dans le filet. Voilà un exemple qui a été présenté au niveau de la photo A. Et voilà deux individus d'haleine qui sont capturés. Ici, au niveau de la photo C, nous avons deux individus d'haleine avec des œufs qui sont ramassés dans la vallée de Benin. Ici, pour le dendrocine et œuf, voilà deux individus de dendrocine capturés vivants. Ici, nous avons un nid qui comporte 19 œufs de dendrocine. Pour les dendrocines, c'est un peu difficile de les attraper avec le filet. Donc, c'est le fusil que les gens utilisent à ce niveau-là. La chasse est beaucoup plus organisée au niveau de dendrocine. Donc, ça, ce qui fait que le nombre d'individus des œufs ramassés et des dendrocines tués sont beaucoup plus élevés. Voilà. Donc, ici, nous allons présenter l'évolution de la capture des oiseaux et du nombre d'œufs ramassés pour chaque ordre et espèce. La figure 3 présente l'évolution de la capture de la lèvre d'haleine et du nombre d'œufs ramassés. Il faut reconnaître qu'à ce niveau, la capture se fait du début du mois de mai, la 4e semaine du mois de mai jusqu'à la dernière semaine du mois d'août. Et elle est beaucoup plus élevée dans les 13e, 14e et 16e mois de 16e semaine, ce qui correspond globalement au mois de juillet. Et nous verrons également au niveau de Thaler sultan ici. Nous constatons que du début, depuis la 3e semaine du mois de mai, jusqu'à la fin de la reproduction, la capture de l'espèce est beaucoup plus élevée. Et ceci se justifie du fait que Thaler d'haleine se reproduit trop proche des agglomérations et surtout dans les champs de piment et de gombo. Donc, c'est beaucoup plus facile d'identifier, de découvrir les nids de Thaler d'haleine que les nids de Thaler sultan. Ici, nous avons le même constat. La capture a débuté dans la 2e semaine du mois de mai et beaucoup plus intense jusqu'à la fin. Et le même constat est observé au niveau de la galerie africaine ici. Pour le jacana poitrine dorée, nous remarquons que la capture n'est pas standard, ça évolue. Et moins élevé que les autres espèces parce que le nid de jacana poitrine dorée est difficile à découvrir dans le milieu. Lui cache un peu ses nids comparativement aux gallinules et puis aux tailles. Dendrocine, nous constatons que le nombre d'œufs ramassés pour le dendrocine est beaucoup plus élevé, que ce soit du début jusqu'à la fin. Et ceci, c'est normal parce que c'est une chasse qui est beaucoup plus organisée à ce niveau. Et lorsqu'on découvre également un nid de dendrocine, on peut ramasser jusqu'à 20 œufs. Pour les autres espèces, si c'est trop, c'est 4 ou bien 6 œufs qu'on ramasse. Voilà, ces différentes espèces capturées sont vendues dans divers endroits. Donc, nous avons identifié 15 endroits où ces espèces sont vendues et catégorisées en 3. Nous avons les grands carrefours, les embarcadères et puis les marchés. Mais lorsqu'on regarde la figure ici, on constate que c'est beaucoup plus dans les marchés de la commune de Dango, de Agégué, que ces espèces sont beaucoup plus vendues. Et c'est également dans cette commune-là, la commune de Dango, la commune de Agégué et dans la commune de Soawa, que les espèces sont beaucoup plus capturées dans les nids. Les autres communes, c'est un peu moins par rapport à ces 3 communes précitées.
Le prix de ces espèces varie selon la taille. Lorsque nous regardons ici la touche Heronries africanis, le prix varie entre 0,22 € à 3,30. Pour Amorphis fluorista, par exemple, qui est une petite espèce, vous voyez que le prix varie entre 0,08 et 0,15 €. Et pour les poules d'eau, on voit que le prix varie globalement entre 0,23 et 0,46 €. Le prix de l'hydrocine est beaucoup plus élevé à cause de sa taille, et c'est ce qui est normal. Donc, le prix varie entre 1,72 € et à 3,81 €. La chasse de ces oiseaux dans le milieu est favorisée par la pêche, qui n'est plus productive, parce que les gens ont tellement pêché, il y a la surpêche qui est constatée dans le milieu. Et au Congo, il n'y a plus de poissons, assez de poissons dans l'eau. Donc, les populations, les pêcheurs étaient obligés de se rabattre sur la capture de ces oiseaux, qui était même beaucoup plus facile. Parce que pour les pièges, une seule personne peut poser jusqu'à 60 pièges par jour. Et imaginez sur les 60 pièges, si 40 ont attrapé l'oiseau, donc ça veut dire 40 oiseaux qui sont attrapés comme ça. Et la vente dans le milieu est beaucoup plus. Ça circule. Les gens viennent l'acheter beaucoup plus parce que la viande est beaucoup plus appréciée. Mais ces espèces ne sont pas également utilisées pour des pratiques médicinales ou qu'on appelle médicinales ou des rituels. C'est seulement pour la consommation. C'est beaucoup plus apprécié dans le milieu ou dans l'alimentation. Ici, par exemple, ces différentes photos présentent les différents lieux de vente de ces différentes espèces que nous avons découvert et fait des différentes photos dans le milieu. Donc, c'est des pratiques c'est beaucoup bien développé dans le milieu. Donc, à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, la chasse de ces oiseaux devient beaucoup plus intense. Et c'est la période également de la reproduction de ces espèces. Donc, nous devons vraiment réfléchir à comment réduire la pression sur ces espèces, surtout pendant cette période de reproduction. Donc, en conclusion, nous devons dire que la chasse des oiseaux nigériens est bien répandue dans le milieu. Cette recherche a fourni des informations sur la pratique de chasse pour la prise de décision de conservation. Elle permettra également de faire la mise à jour des tests des lois de la conservation des oiseaux qui sont vieux et méconnus par les riverains. Donc, le constat que nous avons fait, c'est que les chasseurs et les pêcheurs du milieu ne connaissent pas les tests et les lois qui protègent les oiseaux, que ce soit au Bénin ou bien partout. Nous avons également besoin de sensibiliser les riverains, de leur apporter d'informations surtout sur les oiseaux, parce que pour eux, les oiseaux, c'est un don venant de Dieu, donc c'est Dieu qui les a donnés gratuitement et que nous avons le droit de les tuer. Or, ce n'est pas ça. Ils ont d'autres rôles qui jouent dans l'écosystème. Donc, il faut également un plan d'action de conservation de ces oiseaux dans le milieu. Nous pouvons également encourager des soutiens peut-être pour encourager la participation active des riverains à des initiatives de conservation et de la faune aviaire. Par exemple, à ce niveau, bon, ce que moi j'envisage peut-être dans les écoles, dans les villages, on peut venir les sensibiliser, faire des jeux, des petits concours liés aux oiseaux. On vient avec des photos des oiseaux et on demande de les identifier, on donne comment on appelle, des prix au premier, etc. Donc, ça pourra les motiver au fait à comprendre que les oiseaux ne sont pas seulement là pour être chassés, mais également pour organiser d'autres activités autour. Donc, et aider peut-être aussi la population à développer l'élevage des poules pondeuses. Si l'élevage des poules pondeuses était beaucoup plus développé dans le milieu, bon, peut-être c'est une idée, ça peut peut-être les permettre de ne plus beaucoup s'attacher aux oiseaux et peut-être d'acheter des poules comme aliment de conservation à la place des oiseaux. Voilà un peu, de façon synthétique, ce que j'ai à partager avec vous cet après-midi. Merci. I'm just going to kind of go through what people have seen in English, mostly just kind of, just going through much faster.
what Dr. Chaffra has told us. So basically, he has been studying threats to heron rookeries, which are heron breeding areas, but also many other water birds, as we've heard. And just taking a step back, I lived in Togo 20 years ago, and I remember we would stop at this national park, taking the bus through, and women, local women would come out selling duck eggs, and they were the eggs of this white-faced whistling duck that's also a part of this study. And they were massive numbers of them, and it was a national park. And I remember thinking, there's no way this is kind of legal or normal, and 20 years later, I've been back and there are almost none of those ducks left. So basically the point is that this can wipe out populations very quickly. These are important birds for the ecosystem. If some level of hunting may be permissible, but not the level of hunting that's happening now. And I think Dr. Chaffra's work is really, he's one of the only people I know of researching this. It's a massively important problem. And so I just think it's wonderful that he's doing this. It's a horrible problem, but let's go through the details a little bit and to get a sense of it. So basically, it's a study of that's taken place over the last few years of nesting water birds in wetlands of southern Benin. I'm gonna, let's see, I'm gonna just skip, I'm just gonna go forward past this. So basically, there is year-round persecution of water birds in Benin, in the southern wetlands. There are hugely important wetlands. There are two big Ramsar sites that basically take up the whole southern part of Benin. And the birds that are in these sites, in theory, are protected, but in practice, they are not at all protected as we are, as his research has shown. And rails are some of the most affected birds. He has a paper published on this from 2022, and we have another paper that we have in preparation for publication now. Let's see, next one. So basically, his research just in one season has focused on the birds shown on this slide. The most important families represented is the heron family, Ardeidae, the rail family, Rallidae, the duck family, Anatidae, and the jacamar family, Jacanidae. And so these are just some examples. I'm not going to dwell on them. But if you have a single season where you have taken, these are adult birds, 1,109 individuals of this species, almost 500 individuals of this species, 1,000 individuals of this, almost 1,000 individuals of this other example. These are just massive numbers, and they're completely unsustainable. So to get into just some of I'll just mention quickly. So there were 18 species that were represented in a study that took place in 2019. There's an excellent book for anyone interested. It's published bilingually in French and English on the birds of Togo and Benin by the amazing researchers Françoise Dowsett-Lemaire and her husband Robert Dowsett, who have done really incredible work in this region. And so they've exhaustively documented the water birds here, and they had 18 species. And in this study, I believe this was 11 species that were included in Dr. Chaffra's study. So just quickly in English: cattle egret, black-crowned night heron, great egret, green-backed heron, gray heron, little egret, intermediate egret, western reef egret, black heron, squacco heron, little bittern, long-tailed cormorant, and African open-bill stork. So these are the species that are covered in the study, and he's kind of classified them by these different wetlands, how abundant they are, to give us a starting point for the research. Very quickly, so here he's noted the locations along the wetlands of his different study areas. And again, I'm just going to go very quickly. These are some of the photographs. So these are actually what, in English, an area where herons breed together is called a rookery, or egrets breed together. Other water birds, it's not called that, but I just use this word because there's a focus on herons. So this is what they look like. So it's pretty, and these are islands in these big wetlands. And these are some candidates for protection, as we'll talk about in just a moment. But before that, we'll just look at the threats. So one threat is climate related and climate change related. So delays in the rainy season. These birds breed in the rainy season.
by and large, and so delays in the onset of the rainy season can delay their reproduction. Climate change is also associated with catastrophic weather events, a greater incidence of them, like high winds and hard rains. And as he mentioned in his talk, these can cause eggs to fall from nests. They can cause chicks to fall from nests. These chicks will often die, most often die. Fishing can also pose a major threat. These wetlands are extensively fished, and that's evident here. These birds have been trapped in fishing lines. A lot of them are intentionally targeted, which we'll talk about in a moment, but they can also be unintentionally, wrapped in fishing line. We've probably all seen in different areas the way that birds can become victim of, I think in the ocean, they're called ghost nets, or in this case, it would be, pieces of plastic, pieces of fishing line that can capture them. So that's a big problem in this area in general. One of the amazing things that Dr. Chaffra has done is work with local people to consecrate some of these sites as sacred areas. So sacred forests in West Africa are a long tradition. Plants and animals in these sacred forests receive total protection in a way that national parks still don't receive by and large in this region. So this is an amazingly effective way to help protect wildlife, including trees, including animals, and other species in these areas. And Dr. Chaffra actually worked with some of the healers last year to make new sacred sites that will protect areas with heron rookeries. So I think that's a really exciting and amazing possible frontier for conservation in this area. And he is really at the forefront of it. And then he's also, of course, doing a lot of community outreach discussions. The photo here shows speaking with a community and explaining to them, some of the issues and communicating to them about conservation. And I know that there have been communities that in the past were persecuting waterbirds and have now changed to protecting them due to his efforts. So again, I can't overstate the importance of the work that he's doing. And so there are plans also to continue to search and locate more of these breeding colonies and understand more about them, the reproductive success of different species and threats and factors involved in that. Very quickly, a project that we have discussed. This is an example of several rookeries that are in the water, surrounded by water, that belong to a community that is trying to protect them, but is having a difficult time protecting them because of outsiders coming in and persecuting, going up to try to steal the eggs or the young birds in the middle of the night. And so this is a project we've discussed with them, kind of installing better protection, because otherwise it can be a free-for-all. Even if it's your community, you can have other people coming in to poach things. And so this is just one example of a project that we're talking about to kind of take it a step further and improve the protection for these birds. Okay, and so moving on to the case study. So Dr. Chaffra conducted a study looking at hunting of birds and eggs of nesting rails, jacanaas, and ducks. And especially one of the main questions, one of the main questions is how many of these birds are captured at nest, how many eggs are collected, and especially focusing on the species that I mentioned earlier, white-faced whistling ducks, African jacanaas, and rails of different species. And he was doing this in the rainy season, which is between May and October. So this is the study area, this municipality of the lower Weme River Delta, and he followed 64 hunters every week over this period of the rainy season at 17 sites. So it's a pretty large study. He had already conducted it in the dry season, and now he conducted it in the rainy season. This was just the form that he used with them every week to fill out the birds that they had captured, the breeding adults and eggs. And I just think the when you look at the numbers on this slide, so these are his results. It's just astounding. So almost 20,000 eggs of this species. Again, this is the white-faced whistling duck.
you can see why the species, when they were doing this in Togo, the neighboring country, the species is almost gone from the northern wetlands area. That's where the major wetlands are in Togo. So it's just, they cannot sustain this level of persecution. It's just, I've never seen anything like it. It's just amazing. And so it's really important to have documented these numbers. This is Allen's gallinule. So almost 15,000 eggs were taken. And then, of course, the number of breeding adults is even more concerning, because they are the ones producing the eggs, and these are in the thousands. When you add them all up, it's almost 10,000 birds that are being taken every year. So it's just the scale of it is quite mind-boggling. And then he showed how the nests work, how the traps work. I'm sorry, the aglan. So this is, it's quite cruel, but putting it on the nest where the adult bird is trying to get to its eggs, and then the bird gets trapped in the nest, trying to get to its eggs, and cannot get out, and then the hunter can go back and get the bird and the eggs. Next is using a fishing hook. So they do this with vultures also in West Africa to capture them when they come into abattoirs. So they're actually putting a worm on the hook, just like you would when you're fishing, but they do it right above the bird's nest. So it's kind of dangling around where the bird's head is, and the bird will, snap at it and then get caught in the hook. And then the bird is helpless there until the hunter comes and takes everything. And then also using nets, in this case, fishing nets, but they behave kind of like mist nets. So the birds, they can throw them in the area or leave them in the area. The birds get hopelessly tangled and cannot leave until the hunters come and take them. Okay, quickly, so we don't run out of time. And then they have, then they can capture birds live at the nest by using nets. So very sad to witness this. And then we have him, these are just examples of numbers, and these will be more exhaustively presented in the published paper. So these are numbers of nesting swamp hens and how it varies over the course of the rainy season. This is in the case of the Western swamp hen and the Allen's gallinule. Let's see, moving on to the next one, common moorhen and white-faced whistling duck. I'll just kind of keep racing ahead so we don't run out of time. And then jumping down to, there are basically 3 areas where these are sold. They're sold at crossroads to people moving through in vehicles. They're sold on jetties or docks, which are embarcadere, and then they're sold at markets. And Abiola Dr. Chaffra was mentioning that these are mainly used as food. There's also a huge trade in birds for fetish purposes, or black magic fetish trade, as it can be called. But these birds are mainly or exclusively, as I understood him, used for consumption. These are just some images of what it looks like. Some of them are dead by the time they're collected by the hunters. Some of them are just held live, dangling by their broken legs from wires. So it's pretty horrifying to see. And in conclusion, so the persecution of nesting waterbirds is widespread and intense all around these southern wetlands, which are in many cases, on paper protected. There are laws protecting them. Ramsar sites have special policies and laws that are supposed to apply to the animals within. But in Dr. Chaffra's conversations with residents, most of them don't have any information about this. They don't have any knowledge, and there's very little enforcement. So there's clearly an urgent need for conservation awareness, information, and action plans in this region. It's essential to involve locals in these initiatives, and including by helping them find alternative sources of meat and eggs, such as through poultry production, and also through other kind of innovative ways, as we mentioned, making sacred sites and doing other kinds of projects that involve local residents, educate people, and protect the birds at the same time.